news. On en parle dans un instant avec notre invité Thierry-Paul Valette, le président du mouvement Égalité nationale. Mais avant cela, on revient en détail sur le projet de loi avec Jonathan Moelle. Vous décidez que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. La loi sur les fake news se dévoile peu à peu. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a annoncé plusieurs points de ce projet présidentiel, sobrement intitulé « Loi sur la confiance dans l'information ». Tout d'abord, la mise en place d'une procédure de référé judiciaire, au cours de laquelle le juge devra trancher pour savoir si oui ou non la fake news présumée doit être retirée, d'autant plus en période électorale. Il faut savoir que l'article 27 de la loi sur la presse, tout comme l'article L97 du Code électoral, punissent déjà ces fausses nouvelles. Le CSA verra lui ses pouvoirs étendus avec la possibilité de suspendre les conventions de diffusion des chaînes financées par des gouvernements étrangers durant les périodes électorales. Protéger notre démocratie, voilà le mot d'ordre. En travaux depuis novembre 2017, la loi devrait être présentée aux parlementaires au printemps 2018 afin de pouvoir être promulguée juste à temps pour les élections européennes de 2019, un enjeu crucial pour la majorité. Et avec nous donc pour en parler, Thierry-Paul Valette, fondateur du mouvement L'Égalité nationale. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, que vous inspire finalement ce projet de loi sur les fake news ? Comme beaucoup de Français, beaucoup de méfiance et de défiance envers le pouvoir en place. Je pars du principe que quand on est une démocratie, il n'y a pas besoin de mettre en place des lois pour contrôler la vérité. Ça, c'est plutôt digne des pouvoirs totalitaires et autoritaires. Et en ce sens, le président Macron, en mettant en place une loi justement sur les fake news, se fait le fossoyeur de la démocratie. Pourquoi le gouvernement souhaite légiférer maintenant contre les fake news ? Lors des vœux à la presse, le président Emmanuel Macron avait expliqué qu'il entrait dans la réforme de l'audiovisuel. Et puis, derrière cette réforme de l'audiovisuel, c'est aussi contrôler et stigmatiser certains médias, des médias étrangers. Des médias qui n'appartiennent pas toujours au bloc occidental comme on le définit, comme on l'entend. C'était RT. Voilà, RT, Sputnik, entre autres et tant d'autres. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler que la chaîne Al Jazeera, qui avait été créée en 1996, pendant l'embargo de la crise du Qatar, le Yémen, associé à l'Égypte et le Bahreïn, formulait justement le vœu de fermer Al Jazeera. L'ONU s'était quand même prononcée, rappelons-le, pour dire que non, là c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est important. Dans cette volonté de légiférer contre les fake news, une démarche sincère, pensez sincèrement qu'il y a une volonté de censurer quelque part? C'est une volonté de censurer, c'est une volonté de contrôler, et c'est là que c'est grave. De toute façon, il est important de rappeler que le législateur, dans son arsenal, il a plusieurs outils, il a plusieurs lois pour pouvoir se prononcer. Il y a quand même l'article 27 de la loi de 1881, il y a, je ne vais pas faire d'erreur parce qu'on va m'accuser de fake news, l'article 322 du code pénal, l'article L97 du code électoral, l'article L465 du code monétaire et financier. Je pense que ce sont des outils à disposition qui sont déjà assez efficaces. De toute façon, la ministre, Madame Nyssen et M. Macron sont en quelque sorte désavoués par l'Europe, parce que l'Europe met en place un groupe de réflexion et une commission pour pouvoir trouver des solutions, et en aucun cas ils ne veulent légiférer. Et la table ronde qui va se dérouler ce soir au Sénat, on sait que ça va aboutir sur quoi? Parce que c'est aussi un début de réflexion quand même à mener sur la manière dont il faut combattre les fake news. C'est un début de réflexion, mais c'est un début de réflexion informel. Les contours de la loi restent quand même assez flous. On ne connaît pas le contenu du texte. On ne peut pas réellement en discuter parce que d'une part, les citoyens n'ont pas été concertés. Certains médias ont été écartés de certaines pistes de réflexion. On a accordé du crédit à des agences comme Reuters et l'AFP. Ce sont des
organismes de presse, bien évidemment, qui sont importants et efficaces, tandis qu'on porte des discrédits sur d'autres. Mais de toute façon, moi je le dis clairement, la presse publique commet aussi des erreurs. Lesquelles? Dans les années 80, on se rappelle de l'affaire de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Voilà, quand le ministre Chenu avait envoyé des agents secrets pour exploser le navire amiral. Il y a eu le nuage de Tchernobyl en 1985 qui, comme par enchantement, grâce au cyclone des Açores, s'est arrêté le long des frontières. Mais on peut imaginer qu'elle est visée aussi, cette... Comment? On peut imaginer que l'audiovisuel public, la presse, est visée, cette presse donc, que vous définissez. Oui, elle est visée, mais déjà, on veut la contrôler. On veut la contrôler encore plus. On veut museler aussi l'opposition. Pensez-vous que c'est possible de légiférer sur les fake news? Il n'y a pas légiféré sur les fake news. Il faut comprendre dans quel cadre s'inscrivent aussi les fake news. On est sorti de l'invasion de l'Irak. On est sorti des attentats du 11 septembre. Il y a eu la crise de la presse. Il y a eu l'essor des réseaux sociaux. Il y a eu toute cette effervescence-là qui ont fait que les fausses nouvelles, parce qu'une fake news, finalement, c'est une fausse nouvelle. Les fausses nouvelles se sont propagées. Voilà, parce qu'il y a une défiance, il y a une méfiance de la part des citoyens vis-à-vis de certains organes de presse et vis-à-vis... Vous pensez que c'est la principale motivation aujourd'hui d'Emmanuel Macron? J'en suis convaincu, bien évidemment, j'en suis convaincu. De toute façon, il avait annoncé qu'il allait créer quand même ce fossé avec la presse. Il a mis la presse de côté, il a quand même trié sur le volet ses propres communicants, il a choisi ses propres journalistes. C'est aussi qu'il a des visées électorales, Emmanuel Macron. Bien évidemment, et de toute façon, quand on parle de fake news, moi je vois par rapport à mon entourage, je vois dans les cafés, je vois dans la sphère publique, je vois dans différents médias, les fake news, finalement, qui sont les véritables victimes? Si on peut parler de victimes, c'est plutôt le public, c'est plutôt le citoyen. Or, si on a bien compris les contours, le cadre des fake news va être limité simplement au champ électoral. Le champ électoral, il protège qui à part le pouvoir législatif? Nullement le citoyen. Et on ne peut pas retirer la liberté non plus de penser aux personnes et aux citoyens. Moi, ça me rappelle des heures sombres. En 1558, le pape Paul IV a quand même mis en place l'index des livres interdits. Et ça a perduré jusqu'en 1968. Donc c'est-à-dire que c'était eux qui décidaient finalement quel livre était correct et quel livre était incorrect. Vous avez protéger les citoyens, vous avez lancé une nouvelle pétition justement contre ce projet de loi sur les fake news. Ce n'est pas votre première pétition, puisqu'on avait une précédente qui visait le plan Macron, puisque c'était une pétition contre le statut de la première dame, on va en parler, Brigitte Macron. On va en parler. Pourquoi là ce nouveau combat contre les fake news? Tout simplement parce que les fake news, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer. C'est comme l'explique l'article 10 de la Constitution européenne sur les droits de l'homme, la liberté de pouvoir dire des choses, de pouvoir se tromper. Ça, c'est quelque chose d'important. On a toujours mis en avant que finalement, il y a eu une ingérence de la part de certains médias dans l'élection du président Trump et que c'est ce qui a porté au pouvoir ce même président. Simplement, on ne parle jamais de certaines études canadiennes qui ont bien expliqué qu'il y avait une incidence qui était très faible et qui était vraiment pas si considérable que ça. Ce sont des faux arguments qui sont pointés du doigt. Donc pour moi, c'est important. Pendant l'ère soviétique, il y avait le journal La Pravda. La Pravda, c'était ce journal, le fameux journal bolchevique, justement, qui expliquait que la vérité venait de ces publications-là. Moi, je trouve que c'est dangereux, que c'est une atteinte fondamentale à la démocratie et aux droits des libertés d'expression des individus et des organes de presse que de légiférer et de contrôler de qui détient la vérité. Et vous en êtes à combien de signatures là? On est à près de 20 000 signatures. Votre objectif, c'est combien de signatures? Il n'y a pas d'objectif dans le nombre de signataires, simplement c'est d'éclairer quand même les citoyens, parce que les pétitions, c'est un formidable outil pour pouvoir justement dénoncer, pour pouvoir échanger avec des citoyens, de pouvoir s'exprimer, comme l'a voulu la Constitution. Donc il n'y a pas d'objectif... Avec quel impact au final? Quel impact final? L'impact final, c'est que ça reste un outil de communication qui permet aussi de s'exprimer et de pointer les travers de la loi à venir. Mais vous parliez de la pétition de Brigitte Macron. Moi, je vais vous dire quelque chose. M. Castaner avait expliqué que la charte de transparence allait être mise en place pour définir un rôle public à l'épouse du président de la République et en aucun cas un rôle politique.
D'où la mise en place de la charte de transparence. Simplement, pendant le sommet de Davos, l'épouse du chef de l'État a expliqué qu'elle se concertait avec les ministres concernés concernant certains dossiers, qu'elle mettait en place des réunions, donc qu'elle définissait déjà, de par son langage et ses aveux, un rôle politique. La presse a d'ailleurs titré à ce sujet « Brigitte Macron, une nouvelle femme politique ». Elle est où la fake news? J'y apporterai pas de réponse. Les gens comprendront d'eux-mêmes. Pour vous, Brigitte Macron sort justement de ses prérogatives? Moi, ce qui m'inquiète tout de même, c'est que quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a aucun rôle défini par la Constitution, puisse agir au sein de l'exécutif, avoir des réunions avec des ministres et agir de la sorte. Là, on sort pleinement du cadre associatif, humanitaire, on sort du cadre des réponses aux fameuses lettres reçues, on sort de tout ça. Il y a une tromperie, là, on a quand même menti aussi quelque part. Ça a un coût, 400 000 €, Justement, tout ce qui va derrière. quelle corrélation vous faites avec votre combat contre les fake news? Cette pétition C'est le combat pour la démocratie, c'est le combat pour la liberté de dire les choses, de s'exprimer. Voilà. Et ce n'est pas un pouvoir en place, sauf s'il est totalitaire et autoritaire, de définir de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas son rôle. C'est pas un gouvernement au nom de lutter contre les populismes et contre le complotisme, de mettre en place des outils de loi pour dire, voilà, la vérité, elle viendra de telle manière. Et de toute façon, rappelez-vous la campagne présidentielle avec le Penelope Gate et l'affaire Fillon. S'il y avait eu cette fameuse loi des fake news, on n'aurait jamais pu en entendre parler. Des médias comme Mediapart seraient tout de suite montrés du doigt. On n'aurait jamais pu mettre en avant le dossier de la Libye avec certaines influences du pouvoir en place de l'époque. Merci beaucoup. Donc, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Égalité nationale. Voilà, on lutte contre les discriminations raciales et contre la corruption. Merci à vous. Merci à vous.